Les palabres inutiles et stériles sur la composition des CEI, c'est-à-dire des commissions électorales indépendantes, le symptôme de la crise de définition de la nation et de la fonction du parti en certains partis politiques ivoiriens. C'est un texte de notre père Alexis Diette. La commission électorale indépendante est une institution démocratique créée pour représenter la nation citoyenne lors des élections. Il dit la commission électorale indépendante là, elle est créée pour représenter les Ivoiriens, c'est-à-dire les populations, et plus particulièrement l'intérêt de ceux qui votent. Normalement, comme son nom l'indique, elle doit être une commission lorsqu'on y est, quand on est membre de la commission électorale indépendante, on n'est plus là pour son parti. On n'est plus là pour défendre des intérêts qui soient différents de celui des Ivoiriens. Son rôle est de veiller à l'intégrité de la déclaration de la volonté générale électorale de la nation. Lorsque tu es membre de la CEI et que tu es un homme correct et normal, même si tu es militant RDR, si tu es militant PDCI, tu es militant FPI, tu es militant UDPCI, lorsque tu es membre de la CEI, la première chose qui doit te guider et qui doit être ton intérêt, c'est d'abord le vote des Ivoiriens et l'intégrité, c'est-à-dire la vérité que ce résultat-là donne. Je suis peut-être FPI, mais si tout le monde a voté RDR, je vais dire vraiment, il faut reconnaître que c'est ça, tout le monde a voté RDR. Si tout le monde a voté PDCI à Cocody, même si je suis RDR, RHDP, je dois dire vraiment, il faut reconnaître, c'est Yasmina Ounia qui a gagné. Même si Afoussata Bamba, la voleuse des élections, vient pour qu'on tripatouille, je dois dire, je ne m'associe pas à ça. Et donc, une fois que tu es membre de la CEI, tu n'es pas là pour ton parti politique, tu es là pour que la volonté des électeurs, à travers leur vote-là, soit prise en compte et que cette vérité-là soit mise au grand jour. On siège à la CEI en qualité de représentant de la nation pour veiller à cette intégrité. C'est ça qui doit guider chaque membre de la CEI, contrairement à ce qu'on voit en Côte d'Ivoire, où les gens, surtout quand on est dans l'opposition, on devient membre de la CEI pour trouver des terrains de contestation, pour trouver des terrains pour créer la chienlit, comme un certain Damana Adiapikas a su le faire pour conduire la Côte d'Ivoire dans le gouffre. Il continue pour nous dire qu'on ne siège pas à la CEI en qualité de délégué partisan ou pour y défendre les intérêts particuliers de son parti. Malheureusement, c'est ça la réalité en Côte d'Ivoire. Les gens d'abord vont pour leurs propres intérêts, mais surtout aussi pour leur propre promotion individuelle. Plus ils vont mieux satisfaire leur parti politique, plus ils vont être indignes en mentant. Ils voient la vérité, mais ils vont dire le contraire pour satisfaire leur parti, mais surtout avec l'intention de créer le désordre dans le pays. Voilà, qui est carrément contraire à la logique qui devrait prévaloir. L'impartialité de la CEI repose sur cette capacité du membre de la CEI à se considérer comme représentant de la nation et à se situer au-dessus des intérêts particuliers de son parti. Et donc, il dit ici que l'impartialité, la capacité de ne pas faire de choix ni pour l'un ni pour l'autre, mais d'être le juste milieu, être capable de dire la vérité, quelle qu'en soit la conséquence, devrait être la marque déposée même de quelqu'un ou de ceux qui sont les représentants ou membres de la CEI. Et donc pour cela, il faut se mettre au-dessus des intérêts égoïstes de nos propres partis politiques ou bien même de nos différents intérêts particuliers, mais il faut d'abord mettre l'intérêt des Ivoiriens en avant. Et donc ça crée une crise de confiance. Même si on crée la commission indépendante, elle n'est indépendante que de nom, parce que si l'État est de bonne volonté, l'opposition ne sera jamais de bonne volonté. Et si dans un autre cas, l'opposition est de bonne volonté, c'est l'État en place même qui ne sera pas de bonne volonté. Et les exemples sont légion et ils existent. En 2010, il se trouvait que c'est l'État
dirigé par Laurent Gbagbo, le sanguinaire non repenti, ce vieux mécréant, et surtout gangster, non assagi, qui n'était vraiment pas dans une posture de sérieux. Et donc, c'est eux qui trouvaient qu'il y avait des gens qui avaient été frauduleusement mis sur la liste et on va faire remplacer Begré Mambe. Tantôt, ils trouvent que il y a des régions et leur vote ne valent rien, on élimine cette région du Nord. Tantôt, on empêche les gens de voter. Tantôt, c'est Damana Picasse qui a un pistolet sur lui pour menacer M. Bamba devant le monde entier. Et là, vous auriez constaté que c'est le gouvernement en place qui n'était pas du tout sérieux, qui n'était pas dans une posture de sérieux. Et vous avez vu les conséquences qu'on ne va pas évoquer ici. Mais dans un autre sens, lorsque vous prenez la posture aujourd'hui, sous le régime Alassane Ouattara, l'État est dans une posture de sérieux et d'impartialité, mais c'est carrément les opposants qui ne sont plus dans le sérieux, qui sont dans la diffamation, qui sont dans l'esprit même de créer la guerre, qui sont dans l'esprit perpétuel du conflit et qui cherchent à créer des problèmes là où il n'y en a pas. Et je prends par exemple, le fils de Laurent Gbagbo a pu gagner les élections à Yopougon, les élections de députés. Afoussi Bamba voulait contraindre le gouvernement à faire du faux pour dire que c'est elle qui avait gagné à Cocody. Elle a été désavouée, tout le monde le sait ici. Et donc, vous voyez directement que donc, tant que les deux partis, c'est-à-dire État et opposition, ou vice-versa, c'est la même chose dans tous les cas, tant qu'ils ne seront pas sur la même longueur d'onde, quel que soit ce qu'on fera, il y aura toujours des crises électorales. Parce qu'il y a toujours une partie qui est de mauvaise foi. Et quand on est de mauvaise foi, ça veut dire qu'on s'en fout de la vérité, on s'en fout de ce qui est bon pour les autres, parce que la vérité est une chose, mais l'intérêt collectif est aussi une chose. Quand quelqu'un est de mauvaise foi, la personne s'en fout de la vérité. Vous allez lui dire 1000 fois la vérité, elle le sait, mais c'est parce qu'elle veut se convaincre que c'est faux. Mais surtout, la mauvaise foi va plus loin. Il faut aussi convaincre les autres que ce que je sais qui n'est pas vrai, il faut que je leur fasse croire la même chose. Ça, c'est un autre degré de la mauvaise foi. Et c'est ça qui conduit aux crises politiques. Et comme ils ont des militants moutonisés, des militants qui sont dans un dogmatique moutonnier, ceux-là aussi suivent et sortent dans la rue. Mais nous, on vous attend. Vous, les gars de l'opposition, on vous attend. Cette fois-ci, là, hier, là, vous n'aviez pas dit que vous allez l'accompagner Damana Picasse. Mais pourquoi vous n'avez pas l'accompagner? Bande de chiens sans oreilles que vous êtes, que coupés. Vous allez connaître le pays là, on va vous montrer votre vrai poids. On vous attend. Il y aura élection de mairie. On va se peser dedans. On vous attend. Et donc, il va plus loin pour nous dire que le fair play démocratique repose sur le consensus des partis relativement à la supériorité de l'intérêt général national et sur les intérêts particuliers partisans. Il dit donc que la seule solution pour résoudre ce problème, c'est le fair play. La capacité d'accepter les résultats. C'est sur ça que va reposer le fait que tout le monde sera d'accord, le consensus des partis relativement à la supériorité de l'intérêt général, l'intérêt national général. Et donc, quand on s'entend sur ça, c'est ça qui va nous conduire à l'intérêt général national, c'est ça, ça va nous conduire à ce qu'il y ait toujours la stabilité, la paix, après des joutes électorales. C'est vraiment important à le savoir. Et cela aussi, une fois que l'intérêt général est acquis, forcément, l'intérêt particulier aussi sera acquis, parce que chacun y gagnera pour son compte. Mes nombreuses publications sur cette thématique importante sont à revisiter. Il dit donc, pour ceux qui veulent savoir profondément ce qu'il disait, il a beaucoup écrit sur ça. Si vous partez sur sa page, vous pourrez encore vous référer aux anciens textes et écritures qu'il avait déjà fait pour pouvoir vous en inspirer et mieux comprendre. En notre pays, les nombreuses chicaneries inutiles récurrentes concernant la composition de la CEI à chaque temporalité électorale reflètent à la fois une crise de la définition de la nation et de la fonction du parti en certains partis politiques ivoiriens. Il dit malheureusement en Côte d'Ivoire, les nombreux enfantillages répétés des opposants, surtout chaque fois qu'il y a la composition de la CEI, à chaque moment électoral, montrent un manque de compréhension de la définition même du mot nation et du rôle des partis politiques
dans la nation, dans le pays. Et ce n'est pas faux. Quand on prend un parti ultra xénophobe, et surtout un parti minoritaire comme le FPI-PPACI, quand on prend un parti comme le PDCI, un parti perdu dans ses propres illusions, qui sont là aujourd'hui et qui disent que non, eux ils pensent que si on leur donne un poste là, eux ils ont gagné l'élection. C'est pas poste, c'est pas membre de CEI qui vote. Ce n'est pas le membre de la CEI qui peut défendre vos intérêts. Parce qu'en face aussi là, on ne va pas s'asseoir et puis vous regarder dans vos attitudes bellicistes pour vous regarder et vous faire plaisir. En Côte d'Ivoire là, si on dit de partir sur la vérité, tout le monde est prêt à accepter la vérité. Mais personne n'est prêt à faire cadeau à son ami ou même à regarder son ami se moquer de lui. Si on a gagné là, on ne va jamais laisser ça. On ne va jamais vous faire plaisir. Pourquoi? On gagne quoi dedans? Surtout que vous nous énervez même déjà même. Et donc là, nous, on vous attend au tournant, comme je le dis. Et donc, les enfantillages de l'opposition, non, 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 il faut qu'on soit la CEI, il faut que ce soit comme ça, il faut ça. Quand ils viennent au parti, quand ils sont au pouvoir, c'est eux qui deviennent plus exigeants et qui ne veulent pas faire de réformes. Toutes les réformes que vous avez demandées à Alassane Ouattara, il a fait. Mais ce n'est pas ça qui va vous permettre de gagner les élections. Ce qui vous permettra de gagner des élections, là, c'est de convaincre les Ivoiriens que pendant plus de 20 ans, quand je fais la gestion commune de Bédié et de Laurent Gbagbo, c'est de convaincre les Ivoiriens que vous avez travaillé mieux que Ouattara. C'est de convaincre les Ivoiriens que vous n'avez pas volé leur argent. C'est de convaincre les Ivoiriens que vous n'avez pas été des inutiles et des médiocres. Et c'est sur ce terrain-là que les Ivoiriens vous attendent. Sinon, là, il n'y a pas quelqu'un qui a gagné des élections dans le monde parce qu'il était le président de la CEI ou bien parce que la CEI était composée, il avait le plus de membres. Ça ne fait pas gagner une élection. Et donc, il faut être un peu plus sérieux. Et donc, il va pour nous dire que le dépassement de ces faux problèmes récurrents en notre pays dépendra de la qualité intellectuelle, politique, éthique et morale des chefs politiques, des membres de la nomenclature partisane et de la conscience politique et civique des militants. Et donc là, ici, il nous donne quelques solutions. Il dit, pour qu'on puisse quitter dans ces histoires-là, dans ces imbroglios, qui sont en réalité de faux problèmes, il faut d'abord que ceux qui sont nos intellectuels sortent pour dire clairement la vérité et expliquer les choses. Lorsque cette qualité intellectuelle va prévaloir, ça va permettre aux uns aux autres de bien comprendre la situation. Mais il faut aussi de la qualité politique, éthique et morale. J'ai déjà expliqué ici la différence entre l'éthique et la morale. On ne va pas revenir sur ça. La politique, les qualités politiques, la meilleure qualité politique, c'est d'avoir une offre à proposer aux concitoyens. Voilà ce que je vous propose. Voilà de quoi je suis capable. Voilà ce que j'ai fait. Ça peut nous permettre de dépasser ces faux problèmes-là. C'est ce qu'on appelle une offre politique. L'éthique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la conséquence qu'on tire d'un acte. Et la morale, c'est la suggestion que l'on te fait. Je vais disperser comme Laurent Gbagbo, un débridé mental comme Laurent Gbagbo, un haineux tribaliste comme Henri Konan Bédié, ce n'est pas ça. C'est de la morale animale que d'agir ainsi. Et donc, il faut revenir à la moralité humaine et surtout se dire que chaque acte qu'on pose, là maintenant on rentre dans l'éthique, a des conséquences. Or, nos hommes politiques ne sont sans moralité et n'ont pas d'éthique dans leur comportement. Encore moins, l'État même ne leur impose pas aussi de règles éthiques. Aujourd'hui, sinon, tous ces politiciens qui ont tué, tous ces politiciens qui ont commis des crimes, tous ces politiciens qui ont lancé des appels à la confrontation violente devraient aujourd'hui payer cash les conséquences. Et c'est là que vous voyez donc que dans nos pays africains, il avait même été de coutume que la morale et l'éthique ne fassent pas partie de la politique ou ne fassent pas bon ménage. Et donc, en général, dans nos pays africains, c'est celui-là même qui narguait le peuple. C'est celui-là même qui disait « Ah non, vous savez, si on dit que je suis un boulanger, c'est que c'est les autres qui permettent que je les roule dans la farine. » Et donc, cette bassesse morale-là était devenue la norme en politique, de sorte qu'un homme politique même, on le voyait comme un homme malhonnête. Mais ce qui est le plus intéressant, en plus d'être un homme malhonnête,
quel que soit ce qu'il fait, il est protégé, il n'a pas à craindre. Et ça, c'est très dangereux. Mais il ne se limite pas là. Il dit aussi les membres de la nomenclature partisane et de la conscience politique et civique des militants. Il faut aussi même que les militants eux-mêmes aussi et se forment pour avoir une conscience politique. C'est quoi la politique? Pourquoi on fait la politique? Avec aussi des valeurs civiques. Le pays même là, c'est quoi? Les valeurs de civisme, c'est quoi? Est-ce qu'il faut laisser les intérêts du pays aux intérêts de mon militantisme? Et donc, il faut aussi former et informer les militants politiques. Il faut créer une conscience politique, comme il le disait, c'est-à-dire expliquer ce que c'est que la politique, son avantage, mais aussi ses conséquences dans la gestion de la cité. Mais aussi, il faut créer l'esprit civique. Le pays vient avant tout. Le pays vient avant mon parti. Le pays, la paix, la tranquillité, la stabilité vient avant nos intérêts particuliers en tant que parti politique ou en tant qu'individu simple. Cela pose le problème universel de l'éducation politique des masses et de l'élévation du niveau éthique et moral des dirigeants qui constituent le soubassement de la démocratie pluraliste. Mais ceux qui veulent nous diriger, si eux-mêmes n'ont pas cette éducation éthique, morale et politique, comment est-ce qu'ils peuvent créer un soubassement? Comment ils peuvent créer une fondation pour qu'on ait une vraie démocratie? Et c'est ça le problème en Côte d'Ivoire. Prenez Alassane Ouattara, comparez-le aux autres politiciens. Alassane Ouattara vient à Yamoussoukro et nous dit, voilà ce que je vous avais dit, voilà, je n'ai pas pu transférer la capitale à Yamoussoukro, ça me fait mal, mais je suis un homme à la fin de la journée, je ne peux pas tout faire. Vérité universelle. Et donc, c'est important que l'homme politique assume sa responsabilité. Et pour cela, il faut bien se demander en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient un homme politique en Côte d'Ivoire? Quand vous vous posez cette question-là, vous ferez vite de comprendre qu'en Côte d'Ivoire ne devient homme politique que celui qui se met au service d'un individu. Ah non, j'ai servi à Alassane Ouattara pendant 25 ans, donc je dois être député, maire et devenir même peut-être souvent le prochain président de la Côte d'Ivoire. J'en connais certaines qui se faisaient m'appeler Angela Merkel, mais en tout cas, ça c'est Angela Merkel d'Abobo. Sinon, vraie Angela Merkel, sur la planète Terre, là, elle était à Yamoussoukro, on l'a vu là-bas. Et donc, tout cela pense qu'un jour, eux vont devenir présidents. Je crois que c'est la chèvre qui aura mordu le lion. Mais le rêve, il est permis, c'est totalement gratuit, tout le monde peut rêver. Mais quand on n'a pas de soubassement, je veux dire donc de formation, d'éducation politique, est-ce que ce sont de telles personnes qui peuvent éduquer les masses? C'est un politicien qui n'est pas formé, un politicien qui n'a aucune valeur éthique, un politicien qui n'a aucune valeur morale. C'est quelle éducation ce politicien-là peut donner à la masse? C'est quelle éducation ce politicien-là peut donner à nos populations? Toi-même, tu es malhonnête. Toi-même, tu roules les gens dans la farine. Toi-même, tu es grand voleur de la République. Toi-même, tu ne respectes aucune règle. C'est à moi, tu vas venir donner des conseils. Tu peux venir me dire quoi? Toi-même, tu as détourné de l'argent. Tout le monde sait. Et c'est toi qui vas venir me parler de la gestion saine de la chose publique. Ça ne passe pas. Et donc, l'éducation politique, il y a l'éducation théorique sur le papier, mais il y a l'éducation par le comportement, par l'attitude aussi qui compte. Si nos politiciens, ceux qui sont devant, n'ont aucune formation politique, Bédier en politique, parce que lui, il est un proche de Félix Houphouët-Boigny, il a hérité du pouvoir et toujours cet héritage-là doit lui appartenir. Et lui, c'est ça le sens de la politique pour lui. Il n'a rien compris. Laurent Gbagbo en politique, parce qu'il vient pour venger Kragbe Nyagbe. Il vient pour venger les Nyambois. Il vient pour montrer que lui, il est le tueur de lions. Celui-là même qui s'est assis sur un faux lion. Et puis c'est une histoire imaginaire, hein, c'est faux. Il ment. Vieux menteur impénitent. Et donc, vous aurez compris que, ou bien venir raconter des histoires, quand j'étais petit, je voulais chewing-gum. Mais ça n'intéresse pas les Ivoiriens. On gagne quoi dans ça? Tu viens nous dire que depuis que tu étais petit, tu étais un voleur. Et donc, ça ne surprend personne que tu sois un voleur d'élection. Et donc, tu n'as aucune carrure morale, tu n'as aucune carapace politique, à part le mensonge, la roublardise et les raccourcis douteux. Voilà la réalité des politiciens ivoiriens. Et c'est ça qui fait mal. Et quand le peuple voit ça, le peuple se dit qu'il faut désespérer des hommes politiques. Et quand le peuple désespère, parce qu'il est exaspéré, vous voyez que rien ne marche. On se dit, ah,
finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là, il n'y a rien qu'on peut faire. Et donc, c'est fini. Tout tombe. Et c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de sous-bassement. Il n'y a pas de limite que nos hommes politiques se mettent à eux-mêmes. Il n'y a pas de formation pour faire de la politique. Et il n'y a même pas la volonté de vouloir construire un pays avec des sous-bassements sur de la démocratie pluraliste. Et donc, on va s'arrêter là. Mais c'était quand même des textes très intéressants qu'il fallait un peu décoder. Et souvent, on lit les textes du père Alexis, mais on n'a pas forcément le temps de donner quelques détails. Mais c'est des textes vraiment intéressants. Et quand c'est un peu expliqué, comme ça, peut-être que les uns et les autres peuvent comprendre.